Qui n'a jamais eu affaire à un collègue difficile? C'est une expérience que, franchement, presque tout le monde a vécue au travail. Et c'est une source de frustration, de stress, mais que faire quand la collaboration se transforme en combat de tous les jours? Subir en silence, ce n'est clairement pas une solution durable. Heureusement, il existe une approche bien structurée pour reprendre le contrôle. Allez, découvrons ensemble ce cadre en 3 phases. Et si cette situation semble familière, eh bien on est loin d'être les seuls. Très, très loin de là. Une étude de Workplace Options a montré que 85% des professionnels ont déjà été confrontés à un collègue difficile. Ce n'est donc pas du tout une exception, c'est quasiment la norme. C'est une réalité qui pèse sur la quasi-totalité des équipes de travail. Et l'impact, il n'est pas anodin. L'INRS le confirme noir sur blanc. Ces relations tendues sont la 2e plus grande source de stress au travail, juste derrière la charge de travail elle-même. Ça mine le bien-être de chacun, mais aussi la performance et l'ambiance de toute l'équipe. Le coût, humain comme professionnel, est donc énorme. La grande question, c'est donc comment réagir? Comment est-ce qu'on peut aborder le problème de manière constructive, sans jeter de l'huile sur le feu et empirer les choses? C'est exactement le plan d'action qu'on va explorer maintenant. La première phase, et c'est peut-être la plus difficile, demande de faire une pause. Oui, avant de réagir à chaud, il faut analyser. L'objectif, c'est de mettre les émotions de côté pour poser un diagnostic le plus objectif possible de la situation. Il faut savoir que notre cerveau nous joue souvent des tours. Face à un problème, notre premier réflexe, c'est de juger la personne. Il est paresseux, elle est incompétente. C'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. En gros, on surestime les causes personnelles et on ignore presque totalement le contexte. Et si le vrai problème, ce n'était pas la personne, mais sa situation? Regardons ce que ça donne en pratique. On voit un comportement qu'on interprète comme de la négligence. Mais la réalité, c'est peut-être une surcharge de travail complètement invisible pour nous. On voit de l'opposition, alors qu'il s'agit peut-être juste d'un manque de formation. En changeant d'angle, on ne cherche plus un coupable, mais une cause. Et c'est là que les vraies solutions peuvent commencer à apparaître. Pour affiner ce diagnostic, voilà un outil très utile. Il suffit de se poser 2 questions toutes simples. Premièrement, la compétence. Est-ce que la personne sait faire? Deuxièmement, la motivation. Est-ce qu'elle veut faire? En croisant les réponses, on obtient 4 profils très différents qui demandent forcément des approches spécifiques. On passe d'un jugement un peu flou à une analyse bien plus précise. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, il est temps de passer à l'action. C'est la phase 2, le dialogue. Mais attention, pas n'importe comment. L'objectif ici, c'est d'ouvrir une conversation qui soit constructive et entièrement tournée vers la recherche de solutions communes. Un détail qui change absolument tout et qu'on oublie tout le temps, c'est le timing. Selon une étude, près de 40% des conversations difficiles échouent simplement parce qu'elles ont lieu au mauvais moment. La leçon est claire, on oublie la discussion à la va-vite dans le couloir. On choisit un moment calme, en privé, vraiment dédié à cet échange. Les mots qu'on choisit peuvent soit construire un mur, soit bâtir un pont. Une question qui commence par « pourquoi tu ?» est perçue comme une accusation, et ça déclenche immédiatement un mécanisme de défense. A l'inverse, une question ouverte comme « aide-moi à comprendre » est une invitation à collaborer. On ne cherche pas un coupable, on cherche une solution, ensemble. Pour bien structurer cet échange, la méthode DSC est un guide parfait. D comme décrire, on s'en tient aux faits, rien qu'aux faits, sans jugement. E comme exprimer, on explique l'impact que la situation a sur le travail ou sur le projet. S comme spécifier, on propose une solution ou un changement très clair. Et enfin C comme conséquence positive, on montre ce que tout le monde a à y gagner. C'est une vraie feuille de route pour une discussion efficace. Ok, on a analysé la situation, on a ouvert le dialogue, il est temps de passer à la dernière étape. La phase 3 consiste à trouver la bonne approche pour mettre en place une solution qui fonctionne, en trouvant le juste équilibre entre souplesse et fermeté. Et trouver cet équilibre, ce n'est pas juste une question de bien-être, c'est carrément une question de performance. Une étude de McKinsey montre que les organisations qui maîtrisent cet art d'allier un cadre clair et de la flexibilité sont 25% plus performantes. L'objectif n'est donc pas d'imposer une solution rigide, mais de trouver la solution la plus efficace. Le réflexe à avoir, c'est de toujours commencer par la flexibilité. Pourquoi? Tout simplement parce que la meilleure solution, c'est souvent celle qu'on a construite à plusieurs. Il s'agit de chercher un compromis intelligent, une adaptation qui fonctionne pour tout le monde, sans pour autant sacrifier les objectifs finaux. Concrètement, ça ressemble à quoi cette flexibilité? Eh bien, ça peut être de simplifier une procédure qui est devenue trop lourde, d'adapter un format de reporting, de tester une nouvelle méthode sur une période limitée, ou même de découper un gros projet en toutes petites étapes. L'idée est toujours la même, trouver un terrain d'entente. Mais attention, flexible ne veut pas dire chaotique ou anarchique. Une collaboration a besoin d'un cadre pour bien fonctionner, un peu comme une plante a besoin d'un tuteur pour grandir droit. Et parfois, il faut savoir être ferme pour protéger ce cadre, surtout quand l'essentiel est en jeu.
Sur certains points, il n'y a tout simplement pas de place pour la négociation. Le respect de la loi, les règles de sécurité, les engagements qu'on a pris avec les clients, ou tout simplement le respect entre collègues. Ça, ce sont les fondations. Sur ces sujets, la fermeté n'est pas une option, c'est une nécessité pour protéger tout le monde. Voilà, on a vu ce cadre en 3 phases. Mais avant de terminer, prenons un peu de hauteur. Et si ce problème n'en était pas vraiment un? Si, derrière toute cette frustration, se cachait en fait une véritable opportunité. C'est un fait que tous les experts en management connaissent bien, gérer un conflit, c'est l'un des meilleurs entraînements possibles au leadership. C'est exactement comme un muscle. C'est en soulevant des poids difficiles qu'il se renforce. C'est dans l'adversité qu'on se forge les compétences les plus solides. En suivant ce processus, on développe bien plus qu'une simple solution à un problème ponctuel. On cultive l'empathie, la patience, l'art de la communication, bref, des qualités essentielles qui serviront dans toutes les facettes d'une carrière. Ce n'est plus une épreuve, ça devient un entraînement. Alors pour conclure, juste une dernière idée pour changer de perspective. Et si ce collègue difficile n'était pas le pire des problèmes, mais en fait le meilleur des coachs? Si, sans le savoir, cette personne était l'accélérateur de carrière qu'on n'attendait pas? C'est une pensée qui mérite d'être méditée.